Complot et trahison, le principe repose sur une enquête policière à travers le temps. Chaque participant est regroupé en équipe et va donc être acteur du jeu. L'objectif de la manifestation, il est bien évidemment de faire une visite interactive dont les participants à cette visite sont des acteurs, de faire découvrir notre patrimoine de manière originale. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, même Complot et trahison, au bout de 5 années d'existence, reste une manifestation qui est unique en Auvergne. Cette année, donc Complot et trahison, on a choisi une époque bien particulière, qui est le XVIIe. On cherchait cette année une dualité entre les joueurs, ce qui n'existait pas avant, puisqu'ils étaient regroupés sous forme de 2 entités, une du cardinal et une du roi. Chaque entité devait s'opposer durant le scénario. Il faut savoir que dans Complot et trahison, il y a une introduction pour donner le contexte, et une scène finale qui va donner le coupable. C'est une trilogie, donc une trilogie, ça veut dire qu'il y a un coupable par date et une histoire de fond qui se poursuit, un fil rouge, pour donner un coupable global, un coupable de l'histoire de fond. Le premier épisode se déroule à Saint-Germain-de-Salles, alors que le premier meurtre vient d'arriver. Les enquêteurs doivent trouver le coupable. Ensuite, le second épisode se déroule à Billy. Les joueurs vont devoir faire face à une vague de meurtres et ainsi trouver l'origine de ce mal. Et enfin, donc le troisième épisode, qui se déroulera très tôt, les joueurs vont être confrontés à l'histoire globale, c'est-à-dire au grand méchant de la trilogie, et vont devoir démasquer donc le vrai coupable qui se cache derrière cette saison 5. On est à Saint-Germain-de-Salles pour le premier épisode de Complot et trahison. Alors le staff d'organisation est en pleine ébullition, on attend les participants. On est une partie de l'équipe à être aux inscriptions puisque quand les joueurs arrivent, en fait, ils récupèrent leur carnet de jeu auprès de nous. Et c'est à ce moment-là qu'on leur dit à quelle compagnie ils appartiennent. Donc soit à la compagnie de Fronsac, soit à la compagnie d'Ancelin, qui est espion de Richelieu. Donc pour ça, les joueurs ont des brassards en fait, qui permettent d'identifier à quelle compagnie ils appartiennent. Et on leur remet aussi des rubans. Puisqu'il y aura certains jeux au cours de la soirée, au cours duquel ils devront essayer de gagner des rubans de la compagnie adverse. Chaque joueur, avec son petit carnet de jeu, va devoir se promener un peu partout dans le village de Saint-Germain. On ne salue plus les 2 amis, mais quelle élégance, mon cher Fronsac! Évitez mon chemin, dit le scélérat. Petite nouveauté pour cette année, comme a expliqué Romain tout à l'heure, c'est qu'on a une scène de crime où justement les joueurs peuvent pénétrer pour observer un petit peu quels sont les objets qui sont trouvés. Et là, en l'occurrence, c'est dans une des pièces du château de Belle à Saint-Germain-de-Salles. Les joueurs découvrent un poignard, découvrent des traces de boue, découvrent du sang et donc vont devoir noter sur leur carnet de jeu un petit peu tous ces indices. Ensuite, donc, ils se déplaçaient un peu partout dans le village puisqu'il y avait plusieurs personnages qui devaient être interrogés et rencontrés. Alors notamment toujours dans le château, on avait Bénédicte qui est une comédienne de la troupe Kochkuch Théâtre qui jouait donc la femme du propriétaire du château. Marie! Dans la cave du château, on rencontrait aussi le paysan Charles Toureau. Il y avait également un personnage qui était joué par Estelle à l'église de Saint-Germain. On a eu aussi la chance d'avoir accès au prieuré, à l'ancien prieuré de Saint-Germain-de-Salles, où là on avait une autre comédienne qui jouait un autre personnage. Et on avait également des personnages cachés, avec notamment Sébastien qui était un personnage caché qui se trouvait dans le pigeonnier à Saint-Germain.
Les équipes donc, déambulent dans le parc du château, dans le village, pour découvrir justement plusieurs indices et relever les témoignages. Il y a tous les personnages qui sont dans les lieux qui doivent être rencontrés, mais il y a également donc, les personnages de Fronsac et Ancelin qui du coup donnent des témoignages différents. Si vous faites partie de l'équipe Fronsac, vous montrez votre brassard, vous faites partie de cette compagnie-là, il n'y a pas de problème, vous aurez tout de suite le témoignage qui va vous aider. Par contre, si vous faites partie de la compagnie adverse, il va falloir résoudre une petite énigme, donc se creuser la tête un petit peu, et revenir ensuite avec la bonne réponse pour que Fronsac accepte de vous donner son témoignage. Ce que j'ai trouvé très sympa sur la soirée, c'est que les enquêteurs se sont tout de suite pris au jeu de ces deux compagnies. Et on a notamment vu au niveau de l'église, en fait, les joueurs devaient interroger une première fois le personnage qui était à l'intérieur de l'église et revenir ensuite pour pouvoir récupérer une poignée de graines qui leur permettait ensuite d'accéder au personnage secret qui était caché dans le pigeonnier. Et c'est vrai qu'on s'est rendu compte qu'entre équipes de la même compagnie, il y en a certains du coup qui avaient déjà récupéré quelques graines qui en faisaient cadeau à une équipe de la même compagnie pour justement permettre aux autres d'aller un peu plus vite. Donc c'est ça qui était génial, c'est qu'il y avait à la fois cette dualité entre les deux compagnies, mais en même temps une vraie solidarité entre les joueurs qui pourtant se connaissaient pas du tout forcément au début de soirée, mais qui étaient dans cette même appartenance de se dire ouais on est dans l'équipe de Richelieu, on est dans l'équipe de Fronsac, il faut qu'on se serre les coudes parce que c'est nous qui allons trouver la solution. Celui qui a mis à l'abri sa famille accusée. Meurtrier! Mais comment vous avez pu, vous, le protéger de Philippe? Le roi décidera de son sort. Vous êtes sûr que vous ne souhaitez pas nous le laisser? Non, pitié, non! Certes. Vous avez gagné! Vous voyez à quoi ça nous mène tout ça? Ancelin, nos chemins se séparent ici. La deuxième énigme se déroule à Billy. Rochefort et Fronsac sont à la recherche d'Arnaud Bergier, le fils de la victime, mais ils ne le trouvent pas. En revanche, ils tombent sur le corps sans vie d'Achille et les participants, les joueurs, doivent élucider ce deuxième crime. Moi, je suis porteur du mal qui m'arrête de Bretagne. Vous voulez parler de vos gens qui ont été retrouvés morts. Nous sommes au courant également. C'est superbe ça! Bah faites ça vous aussi! Billy a commencé sous la pluie, mais la beauté du site, les ruelles, l'atmosphère particulière a vraiment donné une autre ambiance sur ce second épisode. Alors, nous avons vu quelques personnages que certains ne nous ont pas tout dit, je pense. Oui. Je pense qu'il va falloir retourner les voir avec des questions plus précises. Les pièces, nous en avons soudoyé déjà quelques-uns, donc ça c'est fait. J'ai un suspect, le Seigneur. D'accord, mais nous ne l'avons pas encore vu, donc je pense que... Je le suspecte pour l'instant. D'accord. Je pense que le moine est à surveiller également. Oui. Mais tout reste à faire.
peu, ça a été la belladone. La belladone, on s'en sert pour se maquiller, que c'est très cher. Donc il faut déjà que ce soit quelqu'un de riche et quelqu'un qui se maquille. Donc on a pensé une femme, puisque c'était les femmes qui s'en servaient à cette époque-là. Quelqu'un qui sait lire, qui est un peu cultivé, parce que c'est écrit quand même en latin. Il faut lire le latin. Donc voilà, on est plutôt sur la piste d'une femme riche qui se maquille. On va pourquoi elle aurait tué le valet. Voilà, mais pourquoi elle aurait tué le valet alors que c'était le valet de son amant, c'est ça? Oui. Voilà. C'est ce qui nous manque un petit peu, c'est le mobile. La seule peut-être certitude qu'on a, c'est qu'on peut écarter l'alchimiste. C'est parce que c'est pas bien écrit et par rapport au bout qu'on a trouvé. Voilà. On se disait que peut-être le Seigneur avait demandé aux moines de tuer le valet d'Arnaud, parce que le Seigneur ne se met pas lui-même. Voilà, on vote pour le On réfléchit encore ou on vote? Allez, on vote pour le moine. Ouais, on accuse le moine. On accuse le moine. Allez. Eh bien, ce qui est agréable cette année, c'est de rendre le lieu accessible aux participants et ils ont pu rentrer dans certains lieux cachés et découvrir des indices dans ce site formidable, le mieux conservé, la forteresse la mieux conservée du Bourgogne. Vous avez abandonné mon camp. Cessons nos querelles. Il est temps que cessent ces massacres. Quel mauvais rôle! Et vous, serviteur d'un cardinal? J'ai lu ensuite dans la Gazette que ces effets étaient terriblement dangereux. Mon père! Nous sommes trop nombreux! Enfin! Pourriture! Cessez! Vous ne pouvez rien! Pour rien long! Et surtout, bravo aux équipes du roi! L'épisode 3 est organisé par l'Office de tourisme d'Arennes-Forterre que je représente. C'est un lieu vraiment particulier puisque là on était dans un lieu clos, on était dans un château privé qui est aussi chambre d'hôte. J'en profite d'ailleurs pour remercier les deux propriétaires, M. Testu et M. Maire, car c'était un lieu, un véritable château du XVIIe, totalement habillé avec des intérieurs XVIIe, un parc qui était magnifique, qu'on a pu mettre en valeur de par les jeux, de par les personnages. On pouvait voyager, que ce soit en intérieur avec des meubles, une scène de crime qui était totalement habitée, on était dans un château vivant. L'histoire de cet épisode 3 commence au château de Vessey alors que Louis de Ponsac et le comte de Rochefort arrivent pour retrouver Arnaud, qui, selon les dires, se cacherait ici. Et dès leur arrivée, donc, ils découvrent un homme qui plaide son innocence et qui aurait une preuve de l'identité du maître du complot de la Cercle des Invisibles. Il va falloir nous dépêcher. Je sens que le mystère va prendre une toute autre forme en ces lieux. Ce soir, ensemble, nous mettrons enfin fin à ces folies pour le roi. Tous les éléments des deux premiers épisodes vont trouver leur réponse dans ce troisième épisode. Que ce soit sur le complot avec le Cercle des Invisibles, que ce soit sur la solution du meurtre de Philippe Bergier. On va trouver tous ces éléments dans l'épisode 3 avec tous les personnages qui étaient apparents dans l'épisode 1 et l'épisode 2 qui vont se retrouver. Les nouveaux participants de cet épisode 3, c'est-à-dire ceux qui n'avaient pas participé aux deux premiers, avaient leur carnet d'enquête où était résumée toute l'histoire des deux premiers épisodes. Donc ils pouvaient tout à fait résoudre cette enquête en comprenant l'histoire complète. L'avantage de cet épisode pour une personne qui n'avait pas fait les deux premiers, c'est qu'en plus de faire une seule enquête où elle trouvait le coupable du vol, elle trouvait aussi le coupable de la trilogie et ainsi elle pouvait voir donc entre guillemets le bouquet final de ce complot et trahison. Alors cette année nous avons changé les règles par rapport aux années passées, des règles qui étaient plus complexes
Tout d'abord, chaque équipe était répartie dans deux compagnies. La compagnie du roi, représentée par Louis Fronsac, et la compagnie du Richelieu, représentée par le comte de Rochefort. Pour gagner complot et trahison, il fallait résoudre l'enquête, c'est-à-dire trouver le bon coupable, et en plus faire gagner sa compagnie. Alors tout d'abord, pour trouver le bon coupable, il fallait amasser le plus d'indices possible, sachant que cette année, on avait inclus une notion d'argent. Il y avait des jeux d'argent, donc il fallait aller dans la rue, gagner un sou. Un sou permettait d'acheter, par exemple, une gazette. Cette gazette, elle était récurrente sur les 3 épisodes, et en plus, elle évoluait. C'est-à-dire que dans cette gazette, on retrouvait autant des articles de la vraie gazette de juillet 1640, on a repris des éléments de la vraie gazette, et en plus, on avait des éléments de l'histoire qu'on avait glissés. Donc il fallait qu'ils s'aident de ces éléments pour pouvoir trouver le coupable. L'ensemble donnait le coupable. C'était une déduction qui se faisait, c'était une logique. Ensuite, pour faire gagner sa compagnie, il fallait avoir le plus de rubans possible. Pour gagner des rubans, il fallait aller dans ce qu'on appelait des zones de défi. Chaque équipe se voyait dès le départ donner, en plus de son carnet de jeu, un ruban de la couleur de son équipe. Par exemple, le bleu pour les rois. Il devait affronter une équipe rouge. S'ils gagnaient, ils prenaient le ruban de l'équipe rouge. S'ils avaient 3 rubans de l'équipe rouge, ils gagnaient 3 points. Et c'est cette équipe, on comptabilisait donc à la fin la compagnie qui avait le plus de coupables pour donner la compagnie gagnante. Et ensuite, pour trouver l'équipe qui gagnait, on comptabilisait le nombre de rubans. Toute la magie de complot et trahison, et ça c'est depuis toujours, c'est le rapport entre les participants et les acteurs, puisque les participants vont vraiment tout de suite se rappeler des noms des personnes, et il va vraiment y avoir un échange. Donc les acteurs en jouent beaucoup. Par exemple, dans l'épisode 3, on retrouvait Louise, qui était aussi présente dans l'épisode 1, qui est un personnage assez exécrable, et on l'a retrouvée dans ce même rôle, et du coup, les gens qui avaient participé à l'étrologie se rappelaient d'elle, et du coup, n'étaient pas vraiment amicales avec elle. Donc du coup, ça faisait justement partie du jeu, et c'est ça qui donne toute la magie, la complicité à Complot et trahison. Je pense qu'on doit être les premiers à avoir découvert le mot-code, ce sacré mot-code qui a été quand même sacrément difficile à trouver. Hein. La Gazette a été permis de découvrir en fait le mot, mais bon après faut réfléchir. Sur chaque épisode, il y avait un gagnant et il y avait des équipes qui étaient inscrites sur la trilogie. Et évidemment, au bout de ce 3e épisode, on a récompensé l'équipe qui a gagné cet épisode, mais en plus, on a donné le grand vainqueur, comme chaque année, de la trilogie qui a été récompensé. Ce qui m'a vraiment le plus plu dans cet épisode 3, c'est le lieu fermé, le lieu clos. On était vraiment plongé dans un XVIIe siècle, il n'y avait pas... on y était, c'était vraiment une immersion totale. Et les gens, je pense qu'ils l'ont vraiment ressenti comme ça, ils étaient à fond dans le jeu, à tel point qu'à un moment du jeu, donc c'est la petite anecdote, il y a eu une coupure de courant vers la fin, le parc était plongé dans le noir, et j'ai pas vraiment eu l'impression que les participants, ils se soient rendus compte qu'ils étaient dans le noir, ils continuaient d'enquêter comme s'ils étaient en plein jour. Donc voilà, c'est vraiment pour illustrer le côté combatif, le côté vraiment, il joue la gagne dans ce jeu. Savez-vous qui est le coupable? Qui veut tuer notre bon roi dans un complot maléfique? Ne le laissez pas s'enfuir! Verrier pour rien! Vous vous trompez! Vous vous trompez! Moi, je me bats contre les hommes. Et la compagnie du cardinal!
On espère que vous avez passé un très bon moment avec nous sur cette saison 5 de Complot et Trahison, qu'on vous aura fait découvrir nos communes et notre patrimoine d'une manière originale et ludique. Et vive le roi! Pour le cardinal!